Allez, pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Égypte, on a fait fort, on est allé dans une des plus belles régions du pays. Alors certes, classée rouge par le gouvernement français, hein, sécurité, elle est même plus dans le guide du routard. Je veux parler de la mer Rouge et je veux parler de l'un des plus beaux déserts du monde, le Sinaï. Imaginez des montagnes ocre découpées finement qui descendent dans une mer turquoise. C'est tout simplement merveilleux. On commencera par Sharm el-Sheikh. Alors c'est pas l'étape forcément qu'on préfère, mais c'est la station incontournable quand vous débarquez, ne serait-ce qu'à l'aéroport. Le seul aéroport du Sinaï, c'est celui de Sharm el-Sheikh. Donc on y reste, on a essayé de vous dégoter quand même quelques bonnes adresses. C'est vrai que pour séjourner une petite semaine par exemple ou quelques jours pour reprendre des forces dans un bel hôtel, c'est l'endroit qu'il vous faudra. Si vous voulez aller voir un peu plus aventureux et un peu plus hors des sentiers battus, c'est à Dahab qu'il faudra aller. Ce sera la deuxième étape de notre séjour dans le Sinaï et en mer Rouge. Alors, le Sinaï, la mer Rouge en hiver, pourquoi pas? Je suis à Dahab en plein mois de février et quand il n'y a pas de vent, il fait facilement 30 degrés. On peut se baigner dans la mer évidemment. Les piscines, attention, les différences entre le diurne et le nocturne est assez étonnant. Il peut faire super bon la journée et un peu frais la nuit. Donc les piscines, si elles ne sont pas chauffées, dur. Mais rassurez-vous, au Novotel ou au Swissy où nous sommes aujourd'hui, les piscines sont chauffées, donc on peut se baigner toute saison. Et donc on peut venir ici, dans le Sinaï, en plein mois de février, profiter du soleil, c'est super bon. Bon, vous aurez compris qu'on peut aller en toute saison sur Sharm el-Sheikh et sur la mer Rouge. Bon, l'hiver, je vous l'ai dit, il y a des différences de température diurne et nocturne assez importantes. Prévoyez une bonne petite laine et une bonne veste pour le soir. Ça caille, prendre un hôtel évidemment avec un peu de chauffage si on y va à cette période. Prendre un hôtel aussi comme le Mercure ou autre, ou le Mercato, avec la piscine chauffée, et ça c'est important, on peut faire un plouf. Mais sachez qu'on s'est également baigné à Noël, il y a 2 ans. Assez incroyable de se baigner à Noël dans la mer Rouge, elle était super bonne. Là tout dépend du vent en hiver, il va falloir faire très attention. Les meilleures périodes pour le Sharm el-Sheikh, je dirais avril ou octobre, il y a un petit peu moins de monde, il fait beau, il fait chaud, et on peut se baigner, snorkeling, etc. Là aussi c'est bon. L'été, on l'a fait aussi il y a 2 ans, et ouais, on a vraiment tenté toutes les périodes. Alors c'est caniculaire, on est en plein désert, il fait très très chaud, mais si on a bonne piscine, une bonne clim, et si on a évidemment un bel hôtel pour pouvoir passer les heures les plus chaudes dans sa chambre, ça se fait tout à fait bien. La mer est super chaude également, presque pas très rafraîchissante finalement. Bon, il y a comme une douce torpeur autour de Sharm el-Sheikh et Dahab. La mer paraît d'huile, paraît comme chauffée au fer blanc. C'est assez incroyable, mais ça peut se faire. Bon, pour l'aérien, tout à fait classique, comme d'habitude. Skyscanner, je trouve, c'est celui qui offre un panel assez varié, avec notamment des compagnies en direct, comme EasyJet, etc. Et j'ai trouvé, en faisant un petit peu le tour, que c'était l'un de ceux qui proposait quand même des prix parmi les moins chers. À ce propos d'ailleurs, attention, j'ai regardé, c'est un peu partout pareil. Il y avait l'arnaque à la Visa autrefois, où on voyait des billets d'avion pas chers, on y allait, et au moment de payer, ça nous rajoutait 50 € parce qu'on utilisait une Visa. Et ben là, ils ont trouvé mieux, ça a été interdit, je crois, par la concurrence. Ils ont trouvé, bon, mais pas les bagages, non, d'ailleurs. On fait un long courrier, 10 heures d'avion, il n'y a pas de bagages prévus, il faut rajouter par la suite. Alors ça donne des billets, c'est vrai, pas chers au départ, et puis dès qu'on commence à rajouter 1 ou 2 bagages, et plus les assurances, etc., le billet est vachement moins sympa. Bon, ceci c'était un petit aparté. Sachez que pour l'Égypte et pour Sharm el-Sheikh, je m'y suis pris à l'avance comme d'habitude. Et là, c'était un petit peu plus dur. C'est quand même la saison là-bas. Il y a énormément de touristes russes, etc. Un petit peu moins de 400 € l'aller-retour sur Sharm el-Sheikh à partir de Genève avec une longue attente quand même. Et ouais, j'ai pas trouvé mieux.
sur Istanbul, hein, d'ailleurs. Hein, très longue attente, 5 heures je crois. Bon, ben, c'est vrai qu'on partait 3 semaines, donc je me suis dit allons-y gaiement. C'est une période très touristique, il y a beaucoup de monde qui revient en Égypte. L'aéroport de Sharm el-Sheikh était blindé, mais regardez les images, c'est incroyable. Bon, il va sans dire que moi et ma chérie et ma fille, nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Nous sommes profs, on va pas se plaindre, on a quand même pas mal de vacances, mais c'est vrai que on a quand même, les prix sont les plus chers pendant les vacances scolaires, aussi bien en février qu'à Pâques. Si vous n'avez pas ces contingences et que vous pouvez partir en janvier, en mars ou en mai, sachez que les prix sont beaucoup plus intéressants. De Genève, par exemple, j'ai regardé au mois de mars, hein, les billets tombent pour un Genève Sharm el-Sheikh autour de 250 €. On est avec du Pegasus, comme je vous en ai déjà parlé. Hein, si vous voulez partir en mai, c'est un petit peu plus cher. On est autour de 300 €. Mais quoi qu'il arrive, on est bien moins cher que pendant les vacances scolaires. Alors, là aussi, vous allez me dire, Laurent, t'es bien gentil. Hein, on n'est pas tous de Lyon ou de Grenoble. Genève, pas toujours possible. Donc, on peut également, attention, Lyon, j'ai regardé, pas facile. Hein, les Lyons, il y en a pas énormément, c'est plus cher et il y a beaucoup d'escales, j'ai trouvé. Pas très intéressant. Paris, pas mal. Par contre, un mélange entre EasyJet, Wizz Air et puis au retour avec Vueling, vous êtes là aussi autour de 250 €, là aussi hors vacances scolaires. Dès qu'on veut partir pendant les vacances, évidemment, on regrimpe à des prix assez chers. Il reste une autre solution, hein, si vous n'avez jamais fait le Caire et les pyramides d'Égypte, c'est d'atterrir au Caire, carrément, à partir de Genève, à partir de Paris, par exemple, ou autre. Alors, c'est vrai que là aussi, vous trouvez un bon billet. On visite pendant, c'est ce qu'on a fait avec un groupe octobre dernier, on visite le Caire, les pyramides, la ville du Caire, le souk, etc. Allez jeter un petit coup d'œil à Mon Caire secret. Je donne pas mal d'infos dedans pour visiter le Caire comme jamais ou comme personne. À partir du Caire, on peut rejoindre Sharm el-Sheikh. Et oui, soit en avion, je vous en parle tout de suite, soit en bus. Et là, c'est beaucoup moins cher. Hein, en effet, à partir de la place Tahrir, si vous allez derrière, au pied du Hilton, vous avez la compagnie GoBus qui permet pas mal de lignes et qui descendent direction de Sharm el-Sheikh pour une quinzaine d'euros, un peu plus si vous prenez avec les sièges inclinables, le bus de nuit, mais en 6 ou 7 heures. Alors, c'est sûr que c'est pas rapide. Le mieux, c'est d'atterrir directement à Sharm el-Sheikh. De Paris, c'est encore mieux. On a du Transavia en direct, d'accord? Par exemple, au mois d'avril, à 370 € Orly, Le Caire. Pas mal ça. Hein, on a également au mois de mars, sachez que Transavia, à l'aller, Vueling au retour, là aussi en direct, ce qui est quand même super pour pouvoir aller au Caire. Hein, en 4 et quelques heures, on est dans la capitale égyptienne pour 278 € hors vacances scolaires. C'est vraiment pas mal. Il y a du direct, d'accord, à partir de Paris, et ça c'est important à savoir. Hein, 30... Bon, comme d'habitude pour nous, la porte d'entrée vers l'Égypte, c'est l'aéroport de Genève, proche de Grenoble où nous habitons, en tout cas pas très loin. Hein, on passe par la frontière à Hermance. Le bus nous amène directement en centre-ville jusqu'à Arrive et après le numéro 10 nous amène à l'aéroport pour quelques francs. Et sachez qu'il y a également le train, et oui, la gare de Genève. Cornavin est tout à fait bien desservie quand on arrive de Grenoble ou de Lyon. Très pratique, on arrive à Genève pour une trentaine d'euros à peine. D'accord. Et une fois qu'on est à Genève, il y a beaucoup de trains qui s'arrêtent à l'aéroport. Train à l'heure, c'est propre, c'est rapide. En même pas 5 minutes, on est à la gare de l'aéroport. Et au retour, c'est encore plus pratique. Malheureusement, le billet qu'on prenait à l'aéroport gratuit, où on pouvait prendre le train et les transports sur Genève, n'existe plus. Et ouais, bon, ça vous coûtera quelques francs, évidemment. Mais c'est super pratique de rejoindre Genève et surtout de rejoindre son aéroport, qui est pour moi l'un des aéroports les plus pratiques autour de la France. Et on n'a pas, surtout pas, les problèmes ou la peur de se dire est-ce qu'il y aura des grèves des contrôleurs aériens français, etc. Moi, plus jamais Air France, je vous le dis clairement. Je suis resté coincé 2-3 fois à l'étranger, notamment à Cuba, à cause de grèves, etc. Là, rarement des grèves, on est rarement évidemment embêté. Genève, c'est le top. Tout beau,
Alors pour arriver à Sharm el-Sheikh, c'est vrai que l'endroit est un peu perdu, je vous l'ai vu carrément à la pointe de cet immense désert du Sinaï. Le plus pratique, c'est peut-être par là, comme nous, que vous arriverez, c'est par l'aéroport, c'est par les vols un peu low cost de cet aéroport un peu futuriste, une sorte de tente de bédouin, où on débarque quasiment, même la piste, etc. On aime assez bien l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Ouais, 4h du mat, la gueule dans le cul. Faut s'occuper des visas, c'est là derrière. Attention, il y a un autre guichet là-haut, les mecs ils vous font 25 $ à 25 €, c'est le même. Non, vous allez à la banque, ils vous font le change, ils vous changeront les livres égyptiennes. Et ça c'est important, parce que 25 $, ça fait à peu près quoi, 22 €, même un peu moins. Donc attention, première arnaque, à peine arrivé sur le sol égyptien. Donc les visas c'est important, surtout si comme nous, vous comptez sortir de Sharm el-Sheikh et vous comptez aller sur le Caire ou sur Alexandrie, c'est obligatoire. Si vous restez moins de 15 jours, par contre, dans le Sinaï, pas besoin de visa. Ça s'appelle le Sinaï Pass, c'est-à-dire qu'on peut rester une quinzaine de jours dans le Sinaï si on y reste, si on ne veut pas sortir de cette zone, on ne paiera pas de visa. Vous passez une semaine à Sharm el-Sheikh sans visa, et ça c'est une bonne option. Et ouais. Bon, mes conseils habituels quand on prend de l'argent, que ce soit à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, à Luxor ou au Caire, recomptez bien votre monnaie après avoir changé de l'argent à la banque, aussi bien en arrivant à l'aéroport que dans les banques plus traditionnelles ou les money change. Sachez qu'il ne faut absolument pas que vos billets soient abîmés, déchirés, ils ne vous seront pas acceptés, on vous les refusera et vous vous retrouverez avec ces billets sur le dos. Certains petits malins essayent de vous refourguer quelques billets déchirés, des fois dans une liasse, faites attention, moi je regarde tout le temps, on le rend gentiment à la banque, on demande s'il peut nous le changer. Pas impossible non plus, on va vous donner des gros billets, 100 ou 200 livres, essayez de faire le change sur 400 ou 500 livres en demandant des 10, des 5 ou des petites coupures pour payer les bakchiches, pour payer les taxis, pour payer les calèches, etc. Ils n'ont jamais la monnaie et vous y perdrez forcément avec vos gros billets, personne ne les acceptera et vous serez un petit peu dans la brise. Donc voilà les petits conseils argent qu'on vous donne. Alors, où changer de l'argent? Est-ce qu'on change directement à l'aéroport ou on attend d'être en ville? Bon, sachez que nous, on a préféré changer pour 2-3 jours. C'est ce qu'on fait généralement, 2-3 jours à l'aéroport directement. Le taux est pas si mal. C'est fini le temps où il était très très haut par rapport au reste de l'Égypte. Toujours possible de trouver mieux. Changez pas trop parce que si, malheureusement, ça monte pas mal, vous allez y perdre un petit peu quand même. Mais bon, si c'est pas des énormes sommes, allez pas vous embêter. On change un peu à l'aéroport et puis après, en centre-ville, il y a pas mal de money change et il y a un truc extraordinaire, et oui, qu'on a vu au Novotel, mais qu'on retrouve maintenant un peu partout en Égypte et notamment dans les grands hôtels, c'est la machine à cash. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Putain, le dinosaure. C'est Ramadan de la réception du Novotel qui vient de me montrer. J'étais un peu en galère, les banques étaient fermées. Sachez que les distributeurs de billets peuvent distribuer également du cash, c'est-à-dire que vous introduisez dans For Card Less Service, regardez, c'est là, d'accord, tout le monde voit, ok, on appuie là-dessus, d'accord, hop, on appuie là-dessus, on met son cash, des billets de 20, 50, etc. euros, on a d'abord checké le truc, et ça nous rend au taux du jour la monnaie en livres égyptiennes. Fantastique, comme quoi j'aurais appris un truc après des voyages en Égypte. C'est vrai qu'on a peur au début de mettre son cash, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Donc il y en a un dans la réception, juste à côté de la réception du Novotel. Donc voilà, j'ai retiré 100 euros. Si le billet est un peu corné ou attention déchiré, il ne l'accepte pas, il vous le rend. D'accord? Donc c'est vraiment pas mal ça. Et il y en a un petit peu partout en Égypte. Donc voilà, c'est le bon plan pour retirer de l'argent. On n'est plus obligé d'aller dans les banques ou dans les money change où on essaye de vous arnaquer parfois. Bon, voilà, on a son visa. On le colle à l'intérieur d'une page vierge de son passeport, valable, je vous rappelle, 6 mois après la date de votre retour. Le passeport, on passe avec une carte d'identité. Même chose, d'accord. Si c'est une carte d'identité, le visa, on le colle sur un papier à part. Et surtout, on ne le perd pas. C'est assez facile de le décoller, d'accord. On le fait soi-même et tout va bien. Sachez qu'il faudra également remplir le petit papier d'immigration que je vous mets là-haut, le petit papier rose qu'on vous distribue à l'intérieur de l'avion. Si vous avez dormi au moment de la distribution, pas d'inquiétude, on peut en récupérer sur des petits stands au niveau des banques et au niveau de la prise des visas. On le remplit soigneusement, c'est vrai que c'est marqué dedans adresse en Égypte, si vous n'en avez pas de panique, d'accord, on met n'importe quel hôtel du Caire ou de Sharm el-Sheikh, ça passe crème, il n'y a pas de souci majeur. On rejoint l'immigration, on passe évidemment les choses, on récupère ses bagages si on en a, et ensuite il faut se trouver un taxi pour rejoindre le centre-ville.
Sharm el-Sheikh, la baie des Princes est la plus grande des stations balnéaires du Sinaï. Cet immense désert de 56 000 km² que Pierre Loti a appelé la part maudite de la Terre. C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, très aride, ces montagnes découpées qui descendent, un rouge, qui descendent dans le bleu turquoise de la mer. C'est vrai que c'est assez photogénique, même si l'endroit est très bétonné. À l'apogée de sa splendeur, 80 000 lits s'étalaient ici, des hôtels de luxe ont été construits à la pelle, on l'a bétonné complètement, la belle baie des Princes, pour le plus grand plaisir des Russes et autres gens du Nord qui viennent en villégiature ici assez souvent y trouver le soleil, l'alcool, la vodka, etc. pour pas très cher, et puis la plongée aussi, c'est vrai. Alors, où loger à Sharm el-Sheikh? La ville est étalée, je vous l'ai dit, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Grosso merdo, voici un petit peu la topographie de la ville. Sharm el-Maya, c'est la baie, c'est le port des origines. C'est ici évidemment que tout a commencé et que petit à petit on a grignoté toute évidemment la mer aux alentours, les côtes en tout cas. Sachez que juste à l'arrière vous avez Old Market qui est pas si vieux que ça, avec sa sublime mosquée. C'est là qu'on viendra faire ses dernières courses, qu'on peut venir manger un bout, etc. Donc c'est un petit peu le cœur vivant, le moins, on va dire préfabriqué, le moins artificiel de Sharm el-Sheikh, même si c'est difficile évidemment d'adorer l'endroit. Sachez qu'ensuite vous avez El Hadaba, et là vous êtes dans le quartier résidentiel de Sharm el-Sheikh, juste à côté de Sharm el-Maya, juste sur le plateau. Le phare se trouve à sa pointe, et c'est ici qu'on trouve les grands hôtels de luxe, les belles villas, etc., etc. Pas le coin évidemment le moins cher de l'endroit, vous imaginez bien. Bon, vous logerez peut-être à Nahama Bay, c'est le cœur touristique de Sharm el-Sheikh, là où on retrouve le long d'une immense promenade interdite aux véhicules, c'est complètement piétonnier. Les hôtels, les bars, les boutiques, etc., etc. N'espérez pas trouver de plage publique, la plupart des plages ont été privatisées par les grands hôtels, donc c'est peut-être là que vous logerez. En tout cas, c'est là que c'est le plus facile finalement pour passer quelques jours. Vous trouverez des hôtels, c'est là où nous avons logé, d'abord au Novotel, ensuite au Movenpick. C'est vrai que l'endroit... On aime bien cet hôtel, moyenne gamme, on va pas dire que c'est le grand luxe, mais c'est quand même super important, c'est super bien placé, on est dans le quartier le plus touristique de Sharm el-Sheikh, ça c'est bien, il y a au moins 4 piscines un peu partout, Anaka est comme une folle, le petit-déj est plutôt sympa, et puis c'est vrai que le point de vue prix, si on s'y prend suffisamment à l'avance et qu'on va sur le site Accor, on a touché à une 50aine d'euros la nuit, c'est plutôt pas mal. Et puis attention, il y a les taxes ici à Sharm el-Sheikh, on ne peut pas les faire sauter comme dans le reste de l'Égypte. Ça fait 60 € environ la nuit, et c'est vrai que ça le vaut plutôt pas mal. Point de vue négatif, alors il y a quand même quelques petites choses à dire, une petite odeur de cigarette qui peut passer dans les conduits de temps en temps. Sachez qu'on est quand même allé dans un milieu un petit peu populaire, il y a beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de familles, donc un petit peu bruyant, on va dire. Et puis pour le reste, la réception fait un peu cheap, c'est pour le dire, et puis la Wi-Fi, à part aller dans la réception autour de la piscine, pour le reste, nada. Mais bon, on peut se passer de son portable. Bon, Novotel n'est pas directement sur la plage, contrairement à ce qu'on peut voir évidemment sur la brochure ou sur les photos. Il faut traverser la route principale pour aller au bâtiment qui est juste en face et qui permet d'accéder à la plage. C'est pas top, mais bon, c'est vrai que c'est un établissement de gamme moyenne et pour le prix, franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Alors c'est vrai que Sharm el-Sheikh est très bétonné, toute la côte évidemment, c'est un petit peu, pas Benidorm mais il ne faut pas exagérer, mais ils ont eu quand même la présence d'esprit, en tout cas ici au Novotel et même sur d'autres hôtels,
c'est de faire un petit peu ça à la grecque, la chaux blanche, avec quelques couleurs. C'est pas sans charme quand même. On se croirait quasiment en Grèce, mais en Égypte. Eh ouais. Bon, l'un des gros avantages de monter un petit peu en gamme, c'est ça, c'est la clim réversible. En hiver, quand même, le soir venu, il fait un peu frisqué dans les chambres. On peut mettre un peu de chauffage. Hein, pour ceux qui sont un peu plus frileux ou qui veulent rester un petit peu à glandouiller dans la chambre, ça c'est bon. Le Movenpick, dans un cadre exceptionnel, c'est pas le Novotel. L'hôtel a carrément charactérisé toute une colline, il est en amphithéâtre contre cette colline, à l'endroit du chien, surtout au coucher du soleil. Sachez également que les chambres sont plutôt spacieuses, moins spacieuses que le Novotel, on a trouvé, c'est vrai, mais c'est l'environnement ici, on est au calme, hein, il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans cette colline préservée, en tout cas dans cet hôtel, et ça c'est bien. On a un parc tout autour qui est assez important et puis surtout, hein, il y a les plages. Hein, oui, les plages. Gros avantage du Movenpick est derrière moi, ce sont ces plages. On est quasiment seul, c'est pas comme au Novotel où les plages sont bondées. Ici, si vous choisissez la plage numéro 2 ou la plage numéro 3 par exemple, vous serez sans doute tout seul sur la plage. Il y a des fonds sous-marins qui sont pas si mal que ça, très dégradés c'est vrai. Alors c'est pas les fonds sous-marins que peut retrouver en pleine mer ou à Dahab, mais ça fera l'affaire pour se reposer un peu. La petite adore, entre plage et piscine qui est gigantesque. Franchement, pour faire une halte, et si vous le touchez au prix où on l'a touché grâce au site Accor avec un peu d'avance, eh ben ça fera évidemment votre bonheur. Il Mercato, le marché en italien. Alors c'est un hôtel moyen de gamme, conviendra à ceux qui n'ont pas trop d'argent ou à ceux qui ne vont passer qu'une nuit, qui arrivent assez tardivement finalement sur Sharm el-Sheikh. C'est un hôtel finalement qui a dû avoir du lustre, hein. Il y a quand même 4 piscines, elles sont chauffées en hiver, il y a un spa, le petit déjeuner est compris. Et vous avez quoi pour une quarantaine d'euros, c'est l'une des adresses les moins chères qu'on vous propose sur Sharm el-Sheikh. En tout cas dans ce standing là, la plage n'est pas devant, hein, mais il y a une navette gratuite qui amène. Donc si vous n'êtes pas trop regardant sur l'entretien ou sur la vétusté des lieux, alors c'est pas catastrophique, hein, mais c'est vrai que ceux qui cherchent la petite bête seront un petit peu déçus par Il Mercato. Mais pour le prix, très franchement, c'est le moyen de gamme qu'on vous propose sur Sharm el-Sheikh.
Voilà, ainsi s'achève notre première partie sur Sharm el-Sheikh. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien préparer votre voyage, à vous trouver de bons billets et de bons hôtels. Mais ce n'est pas terminé, sachez que la partie 2 s'annonce. On fait quoi à Sharm el-Sheikh à part la baignade? Alors sachez que cette deuxième partie traitera essentiellement des activités à faire à Sharm el-Sheikh même, à visiter ou à voir, mais également autour de Sharm el-Sheikh. Il faut dire que le Sinaï est un terrain de jeu extraordinaire. Plongée, snorkeling, randonnée, 4x4, c'est la deuxième partie qui s'annonce. Sharm el-Sheikh, la baie des princes.